Nous avons le plaisir de commencer cette année dans les étoiles avec l'aide de M. Jean Audouze qui est, permettez-moi, une sommité exceptionnelle dans le monde de l'astrophysique, qui est directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui a dirigé de nombreux ouvrages et on a écrit un certain nombre d'autres. Je ne sais pas si on a la liste là, mais voilà. Et qui va nous amener un petit peu dans ce domaine vertigineux. Je ne sais pas si c'est vertigineux pour les astrophysiciens, mais nous qui sommes habitués à un certain pointillisme de la relation et des mots, des signifiants, comme nous sommes absolument collés à longueur de journée sur les mots et les mouvements des corps, soi-disant personnels de chacun, avec toutes leurs douleurs. C'est une discipline qui nous emmène à la fois à l'infiniment tout petit et l'infiniment immense, que je ne sais pas comment on peut se représenter les galaxies, les milliards d'étoiles, les milliards d'années-lumière. C'est comme certaines fortunes, on voit pas ce que ça donne, des milliards de dollars. Mais là c'est encore plus sidérant, c'est le cas de le dire. C'est bien de ça dont il s'agit. Et c'est un peu fait partie de ce séminaire, de ces voyages pour nous décentrer, sortir du nombril de chacun, au risque, mais enfin je pense que le risque est quand même mineur, au risque du vertige. Mais je crois que c'est un mouvement salutaire. Je vous donne la parole. Bonjour à tous et à toutes et à chacun d'entre vous, et merci, cher docteur Auchan Guillardi, de m'accueillir. Je voudrais remercier aussi les grands-parents de mes deux petites filles, Elsie et Mila Epstein, donc Gérard et Daniel, qui, je crois, ont rendu le contact avec vous, qui ont donc fait ce que je suis ce matin devant vous. Alors tout de suite, mon propos est de fait de vous rassurer, de vous montrer que effectivement nous allons jongler avec des nombres assez grands, mais la première leçon que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'univers, il commence avec nous. Nous sommes déjà dans l'univers. Comme vous le savez, j'aurai l'occasion de revenir dessus au long de mon exposé, nous sommes des poussières d'étoiles, et à ce titre, je veux dire, nous faisons partie de cet univers que je vais vous décrire. Je vais vous décrire où nous en sommes concernant sa compréhension, sachant que cette compréhension a fait des progrès considérables au cours des dernières années, en particulier grâce aux techniciens, aux observateurs, aux expérimentateurs, dont Gérard Epstein est l'un d'entre eux, puisqu'il construit des instruments pour qu'on puisse raconter ces récits, puisqu'on peut partager avec vous les récits que je vais vous présenter. Donc, la première leçon, je vais essayer de si vous avez un peu de vertige, nous sommes dans un hôpital, donc je suis là pour vous en guérir. Voilà, c'est la première chose. Et deuxièmement, je crois que l'attitude, plutôt que d'avoir peur, c'est au contraire de s'émerveiller des spectacles que je vais vous montrer, et deuxièmement de s'émerveiller que l'intelligence humaine sur laquelle vous travaillez les uns les autres, vous essayez de guérir certaines pathologies, etc., eh bien l'intelligence humaine est parvenue, il faut voir que nous sommes effectivement de taille modeste, de masse très modeste par rapport à l'ensemble de l'univers observable, et bien malgré tout, grâce à notre intelligence, notre savoir-faire, on arrive à décrire l'univers, et arriver à justement comprendre un certain nombre de choses. Donc voilà, émerveillement, pas peur,
Et donc, ça va être ça un petit peu le leitmotiv de ma présentation. Alors, donc, cette présentation va se dérouler en 4 temps. La première, très courte, pour vous indiquer que, au cours de l'histoire, le concept d'univers a beaucoup évolué au cours du temps, et même, on peut dire, nous avons le même âge, Gérard et moi, et nous avons été les témoins de bouleversements absolument considérables qui se sont produits pendant, disons, au cours des dernières années. Ensuite, vous décrire effectivement ce monde, à la fois le monde microscopique, parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, il faut comprendre l'infiniment petit pour parvenir à décrire l'infiniment grand, et puis vous proposer une histoire, sachant que cette histoire, c'est celle d'aujourd'hui, et que demain, après-demain, eh bien les choses, comme en science, les choses changent. Vous avez certainement entendu parler la semaine dernière de l'annonce que certains neutrinos auraient une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Si ce fait s'avère, disons, est confirmé, effectivement, il faudra réviser les conceptions de la physique et éventuellement, peut-être, réviser une partie de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ceci étant, les observations, elles s'imposent à nous, et donc on est quand même capable de voir très loin, donc de voir dans le passé de l'univers et de comprendre un certain nombre de choses. Donc, simplement un petit rappel, vous savez que le monde antique était extrêmement étriqué. Il y avait donc 2 astres qui jouaient un rôle fondamental, le Soleil, l'astre du jour, la Lune, l'astre de la nuit, des points lumineux sur une voûte céleste apparemment fixe, dans lequel un certain nombre d'objets qu'on appelait les planètes, astres errants, se déplaçaient avec des mouvements pas faciles à comprendre, et il a fallu attendre Ptolémée pour une première représentation des mouvements des planètes autour de la Terre. Donc un univers centré sur nous, et donc de taille assez modeste. Et de fait, la taille de l'univers, c'est-à-dire le fait que nous comptons en milliards d'années-lumière de distance, eh bien ça ne date que du début du XXe siècle. Il faut savoir que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, XIXe siècle, pardon, eh bien, on était dans un univers assez étroit. La première évolution, vous la connaissez, c'est celle de Copernic, qui déplace le centre de l'univers du Soleil, de la Terre vers le Soleil, et qui exprime l'hypothèse, la théorie selon laquelle la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Et au début du XVIIe siècle, Kepler émet ces lois qui expriment, disons, qui décrivent la rotation des planètes autour du Soleil, qui seront les prémices de la théorie de la gravitation de Newton. Alors au XVIIIe, un certain nombre de savants, dont Emmanuel Kant, connu évidemment pour ses apports en philosophie, mais qui au début, disons, lorsqu'il était jeune, s'intéressait à l'astronomie, en particulier, a conçu que peut-être l'univers était constitué de colonies d'étoiles, qu'il appelait univéril, mais c'était simplement un concept, c'était absolument pas vérifié par l'observation. Et en fait, il faut attendre 1914, un astronome américain qui travaillait avec Hubble et quelques autres, qui s'appelait Shapley, et qui montre que le centre, en fait, le Soleil tourne lui-même autour, dans notre galaxie, la Voie lactée, je vais vous dire ce que c'est qu'une galaxie dans un moment, un assemblage d'étoiles, 150 milliards d'étoiles que vous pouvez voir dans un ciel très noir, pas à Paris bien sûr. C'est donc une espèce de bande lumineuse, un peu
vraiment nébuleux et qui traverse le ciel de part en part. Et donc le Soleil tourne autour du centre de la galaxie qui se trouve dans la direction du Sagittaire. Il tourne en 200 millions d'années et donc la galaxie est centrée. Et puis il y a des galaxies extérieures à la nôtre. Andromède est l'une d'entre elles, c'est l'une des plus proches, mais il y en a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des milliards d'autres. Alors, la cosmologie, c'est la partie de l'astronomie qui s'intéresse à l'univers dans son ensemble. Et donc, pourquoi on a progressé dans la connaissance de l'univers? C'est parce qu'on a eu des moyens d'observation de plus en plus performants, sophistiqués au cours des siècles. Alors, vous savez qu'en 2009, on a célébré l'année mondiale de l'astronomie. C'était en relation avec les 400 ans de la lunette de Galilée. Galilée n'a pas inventé le principe de la lunette, simplement il l'a trouvé, je pense, on imagine que c'est des opticiens hollandais qui en ont, découvert le principe, mais son mérite a été c'était des grosses jumelles, de les braquer vers le ciel, d'observer par exemple que la Lune, il y a des cratères, il y a des parties sombres et des parties claires, d'observer les satellites de la planète Jupiter, et donc, avec ces observations, Galilée ne s'est pas contenté de dire que la Terre tournait autour du Soleil, mais il a banni la vision aristotélicienne de l'univers, selon laquelle il y aurait un monde infralunaire qui est le monde de la matière, le monde imparfait, puis un monde supralunaire qui serait le monde des idées, un monde qui n'aurait rien à voir. Il observe que Jupiter est lui-même, il y a des satellites qui tournent autour de Jupiter, donc de fait, la Lune, la Terre, ça se ressemble beaucoup, le sol de la Lune ressemble à celui de la Terre, même s'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, et donc il imagine qu'en fait, il le dilate, la Terre devient un objet assez semblable à ce qu'il y a à d'autres situations que l'on trouve ailleurs. Au même siècle plus tard, Cassegrain, qui est un ecclésiastique du diocèse de Chartres, et Newton ont développé le système du télescope. On remplace, si vous voulez, la lunette, la lentille objective de la lunette de Galilée par un miroir concave qui rassemble la lumière en un foyer et donc qui permet effectivement d'obtenir de bonnes images du ciel. Au XIXe siècle, on invente, c'est l'école de physique allemande, Fraunhofer, Kirchhoff, Bunsen, le Big Bunsen, eh bien ce sont ces savants qui inventent le principe de la spectrographie. C'est assez simple, c'est-à-dire on prend une lumière comme la lumière du jour, on la disperse comme dans un arc-en-ciel, et puis on a donc des lumières rouges, des lumières violettes, des lumières bleues, des lumières jaunes, et chaque lumière est la signature de l'élément qui l'absorbe ou qui l'émet. Par exemple, on parle de la lumière jaune du sodium, de la lumière bleue du mercure, de la lumière carmin de l'hydrogène, etc. Donc, on arrive, en fait, la spectrographie marque la naissance de l'astrophysique, c'est-à-dire qu'on ne considère pas seulement les mouvements des astres les uns par rapport aux autres, mais maintenant, on prend des objets, des étoiles, et on les traite, on essaye de comprendre leurs propriétés chimiques et physiques. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup d'événements qui vont accélérer le progrès en astrophysique. D'abord, l'accès à d'autres longueurs d'onde que celles du visible. Vous savez que notre œil ne voit qu'entre de la lumière dont la longueur d'onde est comprise entre 0,4 et 0,8 microns. En dessous de 0,4 microns, on a affaire à l'ultraviolet, et au-dessus de 0,8 microns, on a affaire à l'infrarouge. Et l'ultraviolet et l'infrarouge ne sont pas accessibles par nos yeux. De même, la radio, la radioastronomie, il a fallu attendre donc
l'invention du radar qui s'est transformé en radiotélescope et qui sont apparus au cours des fin des années 40, début des années 50. Vous savez également qu'en 57, en octobre 57, les soviétiques ont envoyé dans l'espace le premier satellite artificiel, le Sputnik, et l'avantage d'un satellite, c'est qu'il se propage, il se déplace au-delà de l'atmosphère terrestre. Et l'atmosphère terrestre a une propriété, elle absorbe beaucoup, la plupart des rayonnements, en particulier l'ultraviolet, une grande partie de l'infrarouge. Elle ne laisse passer que les ondes radio et que les ondes visibles, grosso modo. Et donc, on a pu explorer l'ensemble des rayonnements électromagnétiques, les rayons X, des rayons même plus énergétiques que les rayons X, les rayons gamma, qui sont produits dans des zones très chaudes et très énergiques de l'univers, l'infrarouge, qui sont produites par des objets plus froids, et la radio, etc. Donc, on a eu accès à l'espace. Et Gérard en sait quelque chose, puisqu'il a contribué à mettre des instruments dans différents satellites, qui ont donc évolué depuis, disons, l'ère spatiale a commencé au cours des années 60, mais c'est vraiment dans les décennies 80, 90, 2000 qu'on a eu beaucoup d'instruments dans l'espace. Depuis, vous savez que, lorsque j'étais étudiant, le plus grand télescope au monde, c'était le télescope du Mont Palomar, qui avait 5 mètres de diamètre. En la fin des années 70, les soviétiques ont mis dans le Caucase un télescope de 6 mètres de diamètre, mais il a fallu attendre la fin des années 80, début des années 90 pour accéder au télescope de 10 mètres. Et on imagine dans le futur, peut-être dans 20, 30 ans, qu'on aura des télescopes dont le diamètre sera 30, 60, 100 mètres de diamètre. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est qu'à mesure que la qualité, disons la propriété d'être sensible à des rayonnements de plus en plus ténus grandit avec la surface collectrice de l'instrument. Plus le collecteur est grand, plus il est sensible à des rayonnements très faibles. Donc on peut par exemple espérer voir soit des objets très lointains, parce que vous savez que l'éclat ou la brillance d'un objet décroît comme le carré de la distance de l'objet, ou au contraire des objets d'éther, par exemple, ou des planètes, des objets qui émettent peu de rayonnement, mais qui se trouvent être très près. Et puis on imagine d'autres détecteurs, d'autres événements aujourd'hui ou demain. Voici la lunette de Galilée, c'est une grande règle de 50 cm de longueur, d'1 cm de large, et avec ça, cet instrument, Galilée a fait progresser l'astronomie de façon absolument vertigineuse. À la fois, il devait avoir de très bons yeux, évidemment une grande intelligence, on le sait, et aussi, évidemment, il bénéficiait de ciel particulièrement pur. Aujourd'hui, l'astronomie observationnelle est menacée par la pollution lumineuse des grandes villes. Lorsque vous êtes même à la campagne, vous voyez, à l'horizon, vous voyez des espèces de taches lumineuses qui viennent des villes qui sont à proximité. C'est un vrai problème. Voici maintenant l'instrument le plus perfectionné actuellement au sol, 4 télescopes de 8 mètres de diamètre qui se trouvent au nord du Chili, sur le mont Paranal, et donc qui est opéré par les astronomes européens. Ça veut dire European Southern Observatory. Et puis je vous montre cet instrument qui est un télescope de 2,40 mètres de diamètre, qui évolue dans l'espace depuis 1990, qui est performant depuis 1993, qui est le télescope spatial Hubble, et certaines des images que je vais vous montrer par la suite proviennent de cette mission qui est certainement une des plus belles missions. Le point que je voudrais faire ici, c'est que la technologie du télescope spatial, c'est une technologie des années 70.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne ferait pas un télescope, il serait infiniment plus performant que celui qui vole actuellement. Mais malgré son caractère, je dirais, dépassé, entre guillemets, du point de vue technologique, eh bien, il a donné de très nombreux résultats. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'atmosphère terrestre ne laisse passer que les ondes radio, c'est celle du bas, et puis la petite bande que vous voyez qui représente le visible. Tout le reste, au-dessus et en dessous, pratiquement tout le reste, est absorbé. L'atmosphère nous permet évidemment de subsister. Par exemple, vous savez qu'il y a eu beaucoup de bruit sur ce qu'on appelle la couche d'ozone qui était menacée, en particulier dans les régions polaires, au pôle sud et au pôle nord. Alors pourquoi la couche d'ozone, c'est donc la molécule triatomique de l'oxygène qui se trouve en assez grande abondance, à peu près à 50 km d'altitude, et qui possède la propriété de nous protéger contre l'ultraviolet. Donc au moment, fin des années 80, quand cette couche était menacée par les chlorofluorocarbures et un certain nombre de substances chimiques, eh bien, il se trouvait qu'effectivement, il y avait une grande dépression de cette couche, ce qu'on appelle le trou de la couche ozone, et effectivement, en Australie et en Nouvelle-Zélande, une certaine recrudescence des cancers de la peau, etc. Donc, alors la couche d'ozone, c'est bien pour nous, mais évidemment, pour l'astronomie, ça absorbe l'ultraviolet, donc il faut être au-dessus de cette couche d'ozone pour pouvoir observer l'ultraviolet céleste. Donc, je vous ai indiqué que la sensibilité augmente proportionnellement à la surface collectrice. Donc, pourquoi on cherche à avoir des instruments de plus en plus grands, c'est pour qu'ils soient de plus en plus sensibles. Et deuxièmement, il y a une autre propriété, c'est d'arriver à distinguer des objets petits. C'est-à-dire que, par exemple, notre œil peut distinguer deux points qui sont à une dizaine de minutes d'arc disons, un angle à peu près d'une dizaine de minutes. Alors, je vous rappelle que un angle droit fait 90 degrés. 1 degré se divise en 60 minutes et 60 secondes comme l'heure. Hein. Et donc, 10 minutes d'arc, ça représente 1/6 de degré. Donc, vous essayez de voir, hein, c'est quand même un angle assez ténu. Aujourd'hui, au sol, on arrive à des pouvoirs séparateurs qui, par exemple, au nord, sur l'île d'Hawaï, on a un télescope français, Canada, Hawaï, et qui est un télescope de 3,60 m de diamètre. Et dans les meilleurs cas, on arrive à des pouvoirs séparateurs qui sont de l'ordre du 0,2-0,3 secondes d'arc. Le télescope spatial arrivait entre le centième et le dixième de seconde d'arc. Voilà le genre de... J'aurais pu vous dire, c'est par exemple une pièce d'1 € qui serait placée à une distance à 5000 km et vous arriveriez à la distinguer. Pour vous deux. Alors maintenant, le troisième moment, si vous voulez, ou deuxième moment, c'est de vous présenter l'univers visible et de vous montrer qu'il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Comme je vous dis, on est à la Pitié-Salpêtrière, c'est pas un endroit où on doit vous faire mal. Alors, en fait, il y a 4 aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui parce que si des particules se mettent à se déplacer à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, il faudra peut-être compliquer un peu le schéma actuel. Mais aujourd'hui, on explique, disons, le comportement de l'univers par 4 interactions. 2 qui vous sont familières. La gravité, vous êtes assis sur vos chaises, vous ne mettez pas à osciller ou à léviter. Et puis la seconde, c'est l'électromagnétisme. Il y a de la lumière dehors, il y a donc des lampes qui sont allumées, etc. Ça, ce sont 2
forces ou deux interactions qui nous sont communes. Alors, elles ont néanmoins deux caractéristiques très différentes. La force, la gravitation est une force très faible. Elle est 10 puissance, enfin 1,37,0 fois plus faible que l'électromagnétisme. Mais il n'y a qu'une gravité. Alors que vous savez que vous avez des aimants, par exemple, deux aimants, si vous mettez deux pôles identiques, ils se repoussent, ou deux pôles différents, ils s'attirent. L'électromagnétisme, il y a deux charges. Il y a une charge positive et une charge négative. Le mystère, c'est que la charge positive, l'élément de charge positive et de charge négative sont strictement égales. Par exemple, la charge du proton et la charge de l'électron, qui sont deux composants du noyau d'atome, de l'atome, l'électron à l'extérieur, le proton à l'intérieur, eh bien, ils ont strictement la même charge électrique. Mais une charge positive, une charge négative, ça s'annule, c'est égal à 0. Et donc, malgré le fait que l'électromagnétisme est incomparablement plus puissant ou plus intense que la gravité, eh bien, du fait qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives globalement dans l'univers, fait que les deux interactions sont pratiquement, pour nous, ont à peu près la même intensité. Mais lorsqu'on parle d'antiparticules, je voudrais bien que vous compreniez qu'elles sont antiparticules par rapport à l'électromagnétisme, mais pas par rapport à la gravité. Elles ont la même masse, mais elles ont des charges électriques différentes. Ça, c'est parce que c'est souvent un contresens que l'on fait lorsqu'on parle de matière ou d'antimatière. Alors maintenant, il y a deux forces qui ne sont accessibles que dans le monde microscopique. La force nucléaire forte qui assure la cohésion des noyaux d'atomes, c'est-à-dire la partie qui a la masse de l'atome, et la force faible qui sanctionne le fait que dans certains cas, un proton peut se transformer en neutron ou un neutron se transformer en proton. C'est ce qu'on appelle la radioactivité, la force faible. Cette force faible, eh bien, elle agit dans les centrales nucléaires, et elle agit quand vous étudiez le carbone 14, qui est un élément qui se transforme en azote 14 dans quelques milliers d'années, eh bien, c'est la force nucléaire faible qui intervient. Donc aujourd'hui, les centrales nucléaires françaises, japonaises, que sais-je, elles fonctionnent. La bombe A fonctionné avec la force nucléaire faible. La bombe H, la bombe dite à hydrogène, fonctionne avec la force nucléaire forte, d'où le fait qu'elles sont infiniment plus puissantes. Alors, il y a deux types de particules dans la nature. Il y a des constituants de la matière observable qu'on appelle, alors pourquoi on les appelle fermions? Parce qu'ils obéissent aux statistiques qui a été énoncé par Fermi-Dirac. Ce sont des particules qui subissent ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli, c'est-à-dire qu'on ne peut en mettre que deux au même endroit ayant la même énergie. Si par exemple un métal transporte le courant électrique, c'est en raison de ce principe, c'est-à-dire que des électrons dans un métal trouvent une case qui est pleine, donc ils montent jusqu'à temps qu'ils puissent se placer, et donc les électrons peuvent se transporter ainsi dans un courant électrique par le principe d'exclusion de Pauli. Donc ce sont des particules, je dirais, célibataires, c'est-à-dire que lorsqu'elles se sont dans un certain état, elles obligent les autres à se mettre dans un autre état. Alors, je vais vous décrire ce qu'est un atome pour que vous ayez bien ça présent à l'esprit, même si on est aussi ignorant, on est aussi peu capable de comprendre l'infiniment petit que l'infiniment grand. Un atome, imaginez que la masse de l'atome est constituée par le noyau. Le noyau, il est constitué lui-même d'un certain nombre de protons et de neutrons. Alors vous connaissez la table de Mendeleïev, hydrogène, il y a un proton, hélium 2 protons, lithium 3 protons, carbone 6 protons,
fer 26 protons. Donc le nombre de protons va déterminer ce qu'on appelle c'est le numéro atomique, c'est-à-dire la catégorie dans laquelle se trouve l'élément. Il va hydrogène, fer, uranium, ce que vous voulez. C'est déterminé par le nombre de protons. Et le nombre un atome est électriquement neutre, il y aura autant d'électrons qui vont orbiter autour de ce noyau que de protons. Et puis il s'ajoute un certain nombre de neutrons. Par exemple, le carbone 12 a 6 protons, 6 neutrons. Le carbone 13, 6 protons, 7 neutrons. Le carbone 14 radioactif, 6 protons, 8 neutrons. Et il se transforme en azote 14, 7 protons, 7 neutrons. Ça veut dire que un neutron du carbone 14 va se transformer en proton de l'azote 14. Donc vous imaginez ce petit paquet de protons et de neutrons qui est entouré par des électrons. Les électrons, je vous ai dit, ils ont la même charge électrique que les protons, mais ils ont une masse infiniment plus faible, 1 fois moins massif. Alors, les ordres de grandeur, vous imaginez, prenez un petit poids, et ce petit poids, c'est le noyau de votre atome. Et puis vous êtes dans un terrain de football, et dans les gradins les plus hauts, les électrons tournent à l'extérieur de votre stade de football. Eh bien, c'est ça un atome. C'est-à-dire c'est pratiquement du vide. C'est-à-dire que la masse est concentrée dans des objets la différence, il y a un facteur 100 000 entre la dimension le rayon du noyau et le rayon de l'électron. Donc nous sommes du vide. Pourquoi je vous vois? Pourquoi vous me voyez? Vous voyez parce que la longueur d'onde de cette veste ou de ce revêtement vert, eh bien la longueur d'onde est supérieure à la distance entre deux atomes qui se trouvent dans sur ce fauteuil. Pour la radioscopie, c'est que la longueur d'onde du rayonnement est inférieure à la distance entre atomes et donc elle pénètre. Et donc vous pouvez voir effectivement la photographie de votre corps mais par exemple les squelettes, dans le squelette les atomes sont plus sont plus rapprochés que dans le reste de votre corps et donc vous voyez le squelette dans un cliché radio. Les autres, donc je vous ai décrit l'atome. Les messagers, ce qu'on appelle les messagers, c'est les particules qui indiquent aux autres qu'il y a une interaction qui agit entre eux. Alors par exemple, il y a les grains de lumière, ce sont les photons qui sont de masse nulle et qui aujourd'hui encore se déplacent à la vitesse de la lumière. Je dis aujourd'hui encore puisque vous savez qu'il y a des expériences un peu plus compliquées. Et donc ces particules, elles peuvent s'accumuler au même endroit, dans le même état, en nombre indéterminé. C'est-à-dire que ce sont des particules, je dirais, grégaires, qui se comparées aux autres particules qui sont célibataires. J'espère que je ne vous embête pas. Hein. Vous me dites, mais il est venu pour nous parler des étoiles, il nous rase avec les atomes. Je suis désolé, mais il faut vous comprendre. Ça vous fait du bien. Je vous ai dit que je suis venu pour vous faire du bien. Voilà. Alors, juste pour rappeler un peu les choses, les 4 interactions, je vous les ai marquées, leurs manifestations, les fermions et les bosons. Alors, il y a des particules qui ne sont pas encore connues. Par exemple, le messager de l'interaction gravitationnelle n'est pas encore connu, on ne l'a pas encore détecté. Les gluons de l'interaction forte, c'est pas facile. Et puis, ils ont une charge spécifique. Alors, c'est la masse pour la gravité, c'est la charge électrique pour l'électromagnétisme. Alors, il y a des nombres quantiques que l'on affecte pour décrire les interactions. Alors, vous voyez, là, ce qui est important, si vous affectez le chiffre 1 à l'interaction forte, la force faible est 1/10 fois plus faible que la force forte. L'électromagnétisme est à peu près du centième. Et la force gravitationnelle, vraiment très ténue,
il y a un facteur 10 puissance 1 sur 1 et 38 zéros. Un nombre tout à fait assez important. Alors, l'univers est structuré, c'est-à-dire qu'on peut le décrire par un certain nombre. J'ai commencé par les atomes, on va passer aux molécules. Des molécules, on peut passer aux agrégats. Des agrégats à des morceaux, à des cailloux. Ensuite, ça va être nous. Puis ensuite, il va y avoir des grosses météorites, des astéroïdes, des planètes, des étoiles, des amas d'étoiles, des galaxies, des amas de galaxies. Puis on arrête là la succession, et chaque structure possède un certain nombre de caractéristiques qui sont descriptives. Alors, est-ce que ces structures constituent la réalité, la réalité de l'univers, ou au contraire c'est la projection de nos moyens d'observation? C'est une question qui n'est pas résolue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si nous sommes capables d'avoir accès à la réalité, ou au contraire nous avons des images, et l'image de la structure est une image qui est agréable parce qu'elle est simple. Donc ça, c'est un vrai sujet de méditation auquel la science a beaucoup de mal. La science toute seule ne peut pas répondre. Et il faut savoir que la démarche scientifique, c'est une grande partie, c'est sa limitation. Chaque fois, on est limité dans nos observations, on est limité dans nos conceptions, et on progresse, si vous voulez, en déverrouillant certaines limites. Mais il y en a une limite succède une autre. C'est pourquoi la science est nécessairement un discours qui évolue avec le temps et qui demeure limité. Donc les particules élémentaires, je viens de vous en parler. Ça, c'est amusant. C'est ça ce qu'on appelle le modèle standard. C'est-à-dire qu'avec 6 quarks différents. Alors les quarks, c'est quoi? C'est les particules élémentaires qui rentrent dans la composition des protons et des neutrons. Il faut 3 quarks, 2 quarks de charge 2 tiers et un quark de charge moins 1 tiers pour former un proton. Et si un quark de charge 2 tiers se transforme en quark de charge moins 1 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers, 0, ça donne un neutron. Alors pourquoi les quarks ont une charge divisée par 3 ou 2 fois 2 tiers, ça reste un mystère qu'on n'explique pas aujourd'hui. Alors D, c'est pour down, up. Avec D et U, vous faites les protons et les neutrons. Avec Strange et Charm de S et C, vous faites les particules qu'on a observées dans les années 50-60, à la fois dans le rayonnement cosmique et puis dans les accélérateurs de particules comme ceux du CERN. B pour bottom et T pour top. Il faut savoir, et puis à chacune de ces familles correspond une famille d'électrons. Alors l'électron, le mu et le tau, qui ont des caractéristiques différentes. Donc, en ce qui nous concerne, la matière ordinaire, vous vous limitez à la première famille, le D, le U, l'électron et le neutrino. Donc, je vous ai dit, ça je vous en ai parlé, et donc, c'est ce que je viens de vous dire, il suffit qu'un U se transforme en D, c'est la transformation du U en D, c'est le principe, ou du D en U, c'est la base de la radioactivité ou de l'interaction faible. Alors maintenant, là, j'arrive quand même un petit peu, je vais m'élever après être resté au niveau élémentaire ou atomique, nous allons passer évidemment dans d'autres dimensions. Donc, c'est quoi une planète? La Terre est une planète. C'est un objet qui effectivement a une source d'énergie interne. Le centre de la Terre a une température de plusieurs milliers de degrés parce que la Terre continue à se comprimer sur elle-même due à la force de gravité. Mais la géothermie, l'énergie géothermique est infiniment très inférieure à celle que l'on reçoit du Soleil. Donc la source d'énergie interne existe, mais elle est faible. Et puis il y a donc 2 familles de planètes. Il y a des planètes qui sont dites telluriques, c'est-à-dire qui ont un sol solide, une atmosphère relativement modeste,
même si elle est importante, en point de vue de la masse de la planète, et puis une taille également modeste. Et puis vous avez ce qu'on appelle les planètes joviennes, c'est-à-dire les planètes géantes, qui ont une densité beaucoup moindre, qui ont des dimensions bien supérieures. Le rayon de Jupiter est 10 fois celui de la Terre, et puis qui ont au contraire une atmosphère extrêmement étendue. Et on peut dire qu'effectivement, la planétologie, c'est-à-dire les gens qui étudient les planètes, en particulier Vénus, Mars, qui donnent lieu à de très nombreuses missions, mais aussi Jupiter et en ce moment Saturne grâce à la sonde Cassini, eh bien, c'est un sujet extrêmement actif de l'astrophysique. Alors voici les 4 planètes telluriques dans les dimensions Mercure, Vénus, la Terre et Mars. La Terre est juste un tout petit peu 10 fois, un rayon 10% supérieur à celui de Vénus, mais vous voyez une très grande variété d'objets, hein. Même si les dimensions sont assez comparables, effectivement leur aspect, enfin leur physique est très variable d'un objet à l'autre. Sur Mercure, on n'en sait pas grand-chose, mais une mission est prévue, une mission européenne qui s'appelle Bepi Colombo, qui va s'envoler en 2016 et qui va donc tourner autour de Mercure et qui va donc nous permettre de comprendre un peu mieux cette planète. Sinon, en ce qui concerne Vénus et Mars, le nombre de missions est très important. Alors je vous montre, c'est issu d'un des derniers ouvrages qui date de 2010, qui s'appelle Merveilleux Cosmos, et donc vous avez cette photo d'un relief de la planète Vénus, où il fait une température très élevée, due au fait qu'il y a de nombreux nuages. L'atmosphère de Vénus a une masse 40 fois supérieure à celle de la Terre, donc ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est-à-dire que les éléments, en particulier les éléments sulfureux qui sont présents dans les nuages, alors ils laissent pénétrer la lumière du Soleil, mais la lumière du Soleil qui s'est transformée de visible en infrarouge, eh bien elle ne peut pas sortir, le rayonnement infrarouge est capturé par ces nuages. Il faut savoir que l'effet de serre dont on parle beaucoup du réchauffement climatique, qui est dû à la fois à la vapeur d'eau, aux nuages et puis au gaz carbonique. Eh bien, heureusement qu'il existe sur Terre, parce que sinon il y aurait des températures de l'ordre de moins 50, moins 60 degrés. Et donc l'effet de serre contrôlé est un bienfait sur Terre. Ce qui est perturbant, effectivement, c'est la montée du gaz carbonique dans l'atmosphère terrestre. Bon, ça c'est un autre débat, mais peut-être vous inviterez quelqu'un là-dessus, c'est un autre sujet. Donc voici un morceau. Et puis, regardez, moi je trouve cette photo assez belle, tirée du même ouvrage, et dans lequel on voit manifestement qu'il y a eu de l'eau. L'eau a pratiquement disparu de Mars, mais on a les signes de l'érosion fluviatique, de l'érosion due à des écoulements d'eau qui ont donné naissance à ces reliefs. Voilà un morceau de la surface de Mars. Donc, si vous étiez dans un désert américain ou disons au nord du Chili, eh bien vous verriez des reliefs assez comparables. Donc, simplement, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que la Terre, c'est pas mystérieux, je veux dire. Il y a vraisemblablement beaucoup d'endroits dans l'univers qui ressemblent à la Terre. Alors, les 4 planètes géantes, vous avez donc en haut Jupiter, Mercure, Uranus et Neptune. Alors, par exemple, Jupiter, qui a été vraiment commencé à être étudié par le fondateur de l'Observatoire de Paris qui s'appelait Cassini et qui avait donc noté la présence de cette tache. Vous voyez, il y a une tache en bas, au milieu et en bas, et donc qu'on appelle la grande tache rouge, qui est un cyclone semi-permanent, parce qu'on le voit depuis maintenant, on l'observe depuis 300 ans. Alors ces stries marrons sont dus au mouvement
à des cyclones qui affectent la surface de Vénus. Alors ça c'est intéressant, si vous aviez on voit un petit point, on ne le voit pas même d'ici. Vous voyez un petit point ? Non, pas ce point sur la planète, un peu en dehors, enfin dans un des anneaux, il y a un petit point, mais vous êtes un peu loin, et moi aussi d'ailleurs, pour le voir. Eh bien, c'est la Terre, c'est-à-dire que la Terre est vraiment un petit point minuscule dans cette photo de Saturne. Alors Saturne, on imaginait qu'il avait 2 ou 3 anneaux jusqu'en 1979-80, et depuis 1979-1980, on sait qu'il y a des milliers d'anneaux qui tournent autour de Saturne. Et la présence d'anneaux n'est pas une propriété uniquement pour Saturne, mais il y a des anneaux beaucoup plus ténus qui tournent autour de Jupiter, Uranus et Neptune. Je vous montre un des satellites de Saturne qui a une taille, son rayon est de 500 km, c'est à la distance Paris-Lyon, Paris-Bordeaux, et il y a des geysers, ces taches. C'est donc de l'eau qui est vaporisée par des geysers à la surface d'Encelade, qui est l'une des lunes de Saturne. À côté des planètes, il y a ce qu'on appelle des astéroïdes qui se trouvent entre Mars et Jupiter. Et puis il y a des comètes qui proviennent de ce qu'on appelle le nuage de Oort, qui tournent à une distance d'à peu près une année-lumière autour du Soleil. Et vous avez ces objets. Alors, la dimension ce qu'on appelle le noyau cométaire est 5, 10, celle-là était plus grosse. Elle a 60 km, parce qu'elle était vraiment extrêmement lumineuse. Vous l'avez peut-être vue en 1996, en début de nuit, dans la direction du nord. Donc, on l'a vue en France. Cette comète, elle possède le nom des gens qui l'ont observée, qui ont annoncé son observation pour la première fois. Puis vous avez 2 queues de particules, une queue droite, ce sont des particules ionisées, ce qu'on appelle donc qui ont perdu des électrons, et puis une queue un peu courbée qui est faite de matière neutre. Alors je vous annonce, en 2014, il y a une sonde qui est partie en 2004, qui a fait un voyage de 10 ans dans le système solaire et qui va se poser sur le noyau d'une comète pour essayer d'en mesurer, de déterminer la nature chimique du noyau d'une comète. Pourquoi ça ? Je vous dis pourquoi, parce que vous savez qu'on va essayer de la même façon de ramener de Mars des échantillons pour les analyser. L'idée, c'est d'essayer de savoir si des molécules vivantes, il y en a que sur Terre, ou s'il y en a dans des noyaux cométaires ou sur Mars. Dans le premier cas, ça voudrait dire que la vie est apparue sur Terre par une séquence de processus physico-chimiques qui se sont produits in situ, ou bien, dans le cas contraire, ça voudrait dire qu'il y a des germes de vie un peu partout, et puis qui se développent s'il y a les bonnes conditions de température, de densité, etc. Et donc on ne sait pas aujourd'hui décider entre ces deux hypothèses. Les étoiles, donc le Soleil, c'est l'archétype des étoiles. Voilà, son rayon est de 500 000 km. Alors je vais reprendre une analogie que j'emprunte à un de mes collègues qui s'appelle Alfred Vidal-Madjar. Donc imaginez que le Soleil est un pamplemousse de 7 cm de rayon, donc un gros pamplemousse. À 15 mètres de ce pamplemousse, il y a une tête d'épingle, et c'est la Terre. Donc la Terre, dans cette analogie, le pamplemousse a 7 cm, à 15 mètres vous avez et puis à 0,4 cm, il y a un grain de poussière qui tourne autour, c'est la Lune. Et puis vous allez trouver à 25 mètres, vous allez trouver une autre tête d'épingle, ça Mars. À une cinquantaine de mètres, vous allez trouver Jupiter.
l'étoile la plus proche, c'est-à-dire Proxima du Centaure, elle se trouve dans cette image à 5000 km. C'est-à-dire que vous avez donc un pamplemousse isolé, et il faut aller pour trouver la suivante, il faut aller à Los Angeles pour trouver un autre pamplemousse, avec éventuellement des grains de poussière qui orbitent, ou des têtes d'épingle qui orbitent autour. La Jupiter, dans cette image, serait une cerise, qui aurait donc à peu près 1,4 cm de diamètre. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que les distances entre étoiles sont absolument énormes. Proxima du Centaure, la lumière met 4 ans pour nous parvenir, puis elle met, évidemment, si on voulait parler, s'il y avait quelqu'un sur Proxima du Centaure, il faudrait qu'il attende 4 ans à partir du moment où on émet quelque chose. De la même façon. Donc, ce qui va limiter, évidemment, en supposant qu'il y ait des civilisations intelligentes dans l'univers, ce qui va limiter la communication, c'est la vitesse de la lumière. Alors, il y a peut-être l'espoir qu'il y ait des particules supraluminiques, donc effectivement, si on arrive à maîtriser la physique de ces objets, peut-être qu'on arrivera à émettre des signaux à des vitesses supérieures et peut-être raccourcir le temps. Mais pour le moment, on ne sait pas faire. Alors, une étoile, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure sa brillance, il y a des points plus brillants que d'autres, puis on mesure on voit leur couleur. Il y a des étoiles qui sont jaunes, des étoiles rouges, des étoiles bleues, et ce sont les deux grandeurs auxquelles on a accès. Et avec ces deux grandeurs, au début du XXe siècle, il y a deux astrophysiciens, un Américain, Russell, et un Norvégien, un Danois, Hertzsprung, qui ont inventé un diagramme qui permet de comprendre l'évolution des étoiles. Par exemple, les gens me disent, comment savez-vous que dans 5 milliards d'années, le Soleil va se mettre à grandir et puis la Terre va disparaître, et 1 milliard d'années après, eh bien là, je vais vous montrer ce que sera le Soleil, une nébuleuse planétaire. Comment vous le savez? Eh bien, on le sait justement en travaillant sur ces diagrammes évolutifs. On n'a pas d'expérience en astronomie, on ne fait qu'observer, on ne peut pas agir, on ne peut pas faire d'expérience comme les physiciens ou les chimistes. En revanche, on a un nombre infini d'objets à considérer, et donc, par des méthodes statistiques, on parvient à prédire l'évolution du Soleil ou du système solaire ou l'évolution d'une autre étoile. Voilà le Soleil, c'est une photon de rayon X, ça c'est l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion qui se trouve le plus haut, disons, et à gauche, et qui a été résolue par, qu'on appelle Bételgeuse, qui est donc une étoile supergéante rouge. Alors, imaginons que le centre du Soleil se trouve au centre de Bételgeuse. Eh bien, la planète Jupiter se trouverait, disons à la transition rouge-jaune, vous voyez, donc serait à l'intérieur. Donc, Bételgeuse a une dimension qui est pratiquement égale à celle du système solaire dans son ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle une supergéante rouge. Alors voilà le diagramme. On porte en abscisse la température ou la couleur, les étoiles rouges à droite, les étoiles bleues à gauche, les étoiles jaunes au milieu, donc qui oscillent entre 2000 à 50 000 degrés, et puis la luminosité, les étoiles les moins lumineuses en bas, les étoiles les plus lumineuses en haut. Alors, le Soleil appartient 80%, 90% des étoiles que vous observez dans notre galaxie évoluent dans ce qu'on appelle la séquence principale, c'est-à-dire cette bande qui a une extrémité bleue et une extrémité rouge. Lorsque dans 5 milliards d'années, le Soleil appartiendra à la série des géantes rouges, et 1 milliard d'années après, il évoluera en
ce qu'on appelle une... Donc vous avez le chemin évolutif qui décrit les 6 prochains milliards d'années d'histoire du Soleil. Donc les étoiles de faible masse, une longue durée de vie. Le Soleil aura duré à peu près 10 milliards d'années en ayant des propriétés à peu près constantes. Elles ne produisent pas beaucoup d'éléments. Donc nous ne sommes pas des poussières d'étoiles comme le Soleil. Nous sommes des poussières d'étoiles de grande masse. Et puis elles évoluent, donc séquence principale, géante rouge, nébuleuse planétaire et naine blanche. Alors voilà ce que sera le Soleil dans 6 milliards d'années. Donc un objet, les zones externes du Soleil vont disons qu'un peu comme une bulle de savon, vont se dilater et se perdre dans le milieu interstellaire. Là, on appelle ça l'œil de chouette, donc une série de dilatations de zones différentes emboîtées. C'est un très bel objet. Alors, celles qui ont une masse élevée, elles durent très peu de temps. Leur durée de vie se compte en millions d'années au lieu de milliards d'années. Vous allez me dire millions d'années, c'est déjà beau, c'est déjà grand, mais enfin, c'est comme ça. Elles transforment les éléments chimiques les uns dans les autres. Bon, ça, c'est un autre exposé. Ma spécialité, c'est d'étudier ce qu'on appelle la nucléosynthèse, donc je pourrais être très bavard sur cette affaire-là. Mais enfin, croyez-moi, les étoiles de grande masse synthétisent les éléments les plus lourds à partir des plus légers. On part de l'hydrogène et de l'hélium, on monte au carbone, ensuite à l'oxygène, au néon, au soufre, au fer. Et puis avec des neutrons, on produit tous les éléments dont la masse atomique est supérieure, où le numéro atomique est supérieur à celui du fer. Donc, et puis elles terminent leur vie, force d'activité nucléosynthétique, et elles terminent leur vie en explosant. Alors on a vu des explosions d'étoiles. Celle de droite, c'est la nébuleuse du Crabe, qui se trouve dans la constellation du Taureau, qui est à 6000 années, à peu près 6000 années-lumière de nous. Donc, l'explosion, on l'a vue en 1043, 1045, c'est les astronomes chinois qui l'ont vue. Donc, elle s'est produite, en fait, il y a à peu près 8000 ans. Et donc, voilà ce que l'on voit. C'est la photo dans la constellation du Taureau. Et puis, celle de gauche, c'est une supernova qui a été observée, une explosion d'étoiles qui a été observée en 1572 par Tycho Brahe, le dernier grand astronome sans lunettes. Il avait construit un observatoire à Uraniborg et un an après l'explosion, il a consacré un livre qu'il a appelé De Nova Stellarum. Et donc le mot de nova et supernova vient du livre de Tycho Brahe. Et donc elles ont deux caractères. Enfin, j'ai pas le temps d'en parler, mais elles n'appartiennent pas tout à fait à la même classe d'objets. En tout cas, on en voit dans notre galaxie, on en voit peu. Il y en a à peu près 5 qui sont, historiques, 4 ou 5 historiques. Par bonheur, le 24 février 1987, une étoile a explosé dans le grand nuage de Magellan, qui est si vous êtes allé à La Réunion ou dans l'hémisphère sud, on voit les deux petites galaxies satellites de la nôtre qu'on appelle les nuages de Magellan. Et là, le grand nuage de Magellan, à l'intérieur de ce nuage, une supergéante on a vu son explosion qui évidemment a eu lieu il y a 170 000 ans, puisque la distance entre nous et le grand nuage de Magellan, c'est 170 000 années-lumière. Alors les étoiles constituent souvent des amas. Il y a des amas qui se trouvent dans notre galaxie, c'est une sorte d'assiette renflée au milieu, on appelle cette assiette le disque, et dans ce disque, il y a donc des amas de taille assez modeste, quelques milliers, quelques 10 milliers,
en tout cas moins de 100 000 étoiles qui forment ce qu'on appelle les amas galactiques. Ces amas sont généralement jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont un âge inférieur à celui du Soleil, qui est de l'âge du Soleil, du système solaire, de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Et puis vous avez 200 amas globulaires, des concentrations d'étoiles. Ces 200 amas globulaires tournent, donc forment un nuage qui est... Pourquoi on a placé le centre de notre galaxie au Sagittaire? C'est pour rendre ces distributions homogènes et isotropes. Et donc, c'est isotrope par rapport au Sagittaire, et c'est constitué de plusieurs millions d'étoiles, mais qui ont à peu près l'âge de l'univers. Alors voici un amas qu'on peut voir à l'œil nu, qu'on appelle l'amas des Pléiades, dont l'âge des étoiles c'est 400 millions d'années, donc des étoiles assez jeunes. Et puis vous avez les amas globulaires, on en voit avec un petit télescope. Il est très facile de voir des amas globulaires. C'est des objets tout à fait très, très beaux à voir. Et eux, effectivement, ce sont donc des grappes de quelques millions d'étoiles rassemblées en un volume relativement modeste et qui sont constituées d'étoiles généralement rouges. Et vous voyez, il y a une dominante bleue pour les Pléiades qui marque la jeunesse de cet amas, alors que si on étudie très précisément la couleur de l'amas globulaire, la dominante sera plutôt rouge. Alors maintenant je vous parle des galaxies. Les galaxies, donc, elles ont trois types morphologiques. La nôtre est ce qu'on appelle une galaxie spirale, c'est-à-dire les étoiles forment une sorte d'assiette, et dans cette assiette, il y a des structures qui spiralent, c'est-à-dire qui tournent autour du centre, et dans lesquelles vous avez plus d'étoiles qu'en dehors de ce qu'on appelle les bras, donc les bras spiraux, et puis en dehors des bras, il y a un peu moins d'étoiles. Les galaxies elliptiques, elles, ce sont des concentrations d'étoiles. Il n'y a pratiquement plus de gaz interstellaire, c'est donc des concentrations plus ou moins sphériques, ou plus ou moins allongées, c'est elliptique, d'étoiles. Certaines d'entre elles ayant des masses très élevées, se comptant en milliers de milliards de masses solaires, alors que les galaxies spirales, ça ne dépasse jamais 200-300 millions, 200-300 000 milliards de masse solaire. Et puis des galaxies irrégulières, généralement, comme les nuages de Magellan, de masse plus faible. Alors notre galaxie, voilà. Alors cette dominante rouge carmin vient de la présence d'hydrogène dans le gaz interstellaire. Et vous voyez des zones dans lesquelles il y a beaucoup d'étoiles, puis des zones au contraire où il y en a un petit peu moins. La galaxie d'Andromède, on voit un peu mieux. Donc un astronome qui se trouve dans la galaxie d'Andromède voit notre galaxie à peu près de cette façon. Ce sont deux sœurs jumelles qui sont à une distance d'à peu près 2 millions d'années-lumière l'une de l'autre et qui donnent cette structure en bras spiraux. Voilà ce qu'on appelle la galaxie Sombrero, donc un chapeau de Mexicain et qui se trouve dans la constellation de la Vierge à quelques dizaines de millions d'années-lumière. Et puis donc là je vous ai rassemblé quelques photos. Donc vous avez en haut à droite ce qu'on appelle une galaxie spirale barrée, c'est-à-dire que les deux bras ne partent pas du centre, mais partent de l'extérieur d'une sorte de barre. Et puis vous avez par exemple en bas une galaxie plutôt elliptique. Les galaxies, contrairement aux étoiles, ont des dimensions relativement grandes par rapport à notre galaxie. Je vous ai fait à peu près une dimension de 100 000 années-lumière. Elle est distante de 2 millions d'années-lumière de la galaxie d'Andromède. Donc le facteur entre la distance, entre sa dimension et sa distance est d'un facteur 20. Donc elles sont relativement proches les unes des autres. De temps en temps, elles se collisionnent entre elles,
Et voilà la collision d'une galaxie avec une autre en haut, qui donne ce qu'on appelle on les appelle les antennes. Et puis voilà ce qui se passera dans plusieurs centaines de milliards d'années lorsque, pour le moment, je vais vous dire dans un instant que globalement les galaxies s'éloignent les unes par rapport aux autres, sauf celles qui ont une interaction gravitationnelle comme la galaxie d'Andromède et la nôtre. Et elles se rapprochent doucement, 50 km par seconde, année après année, et donc un jour elles rentreront en collision et ça donnera c'est-à-dire que les étoiles de l'une et de l'autre vont subir des interactions gravitationnelles les unes par rapport aux autres et vont un peu se mélanger. Donc vous aurez ce type de comportement. Voilà un amas de galaxies. Sur ce cliché, il y a des milliers de milliards d'étoiles. Enfin bon, je vous laisse, sachant qu'il y a 150 000 milliards d'étoiles chaque fois par tâche. Donc on peut imaginer les nombres d'étoiles sur ce cliché est considérable. Alors je passe vite là-dessus parce que simplement Einstein démontre que la présence de matière courbe tout, y compris la lumière. Et il y a ce concept de l'antigravitationnel. Et effectivement, on observe des objets, c'est-à-dire que c'est la présence de matière courbant la lumière génère des phénomènes de diffraction, et voilà un phénomène de diffraction observé dans le ciel qu'on appelle la croix d'Einstein. Puis en voilà une autre, vous voyez un pourtour, donc ce qu'on appelle des mirages gravitationnels. Et à l'Institut d'astrophysique de Paris, un collègue qui s'appelle Yannick Mélier est devenu le grand spécialiste de l'étude de la morphologie de ces objets et de ce que l'on peut en tirer. C'est-à-dire que les effets optiques sont induits par de la matière qui est invisible optiquement. Alors, je vais maintenant vous parler de la théorie du Big Bang, qui a il y a deux promoteurs. Un promoteur, je dirais, assez théorique. C'est donc un ecclésiastique belge qui était professeur d'astrophysique à l'Université libre de Louvain, et donc qui a émis l'hypothèse d'un univers, disons, de taille très modeste au début et qui s'est mis à se dilater. Alors il l'appelait pas le Big Bang, le mot Big Bang est venu d'un adversaire de cette théorie qui s'appelait Fred Hoyle dans les années 50. Il appelait ça l'œuf primitif et il a émis sa théorie à la fin des années 1920, 1928, 29, 30. Et puis cette théorie a été reprise par un physicien nucléaire d'origine russe, mais qui a émigré aux États-Unis, dont vous avez peut-être, certains d'entre vous ont peut-être lu les livres de vulgarisation, Monsieur Tom Kim's Explore l'atome, etc. Donc c'est Georges Gamow, qui à la fin des années 1940 a repris cette théorie et a dit s'il y a eu Big Bang, eh bien l'univers devait être rempli d'un rayonnement radio très intense, et donc il a imaginé, l'une des conséquences de la théorie du Big Bang, à savoir l'existence d'un rayonnement radio qu'il n'a pas détecté lui-même. Je vais vous montrer que ce sont d'autres qui l'ont détecté, mais enfin, il a prédit à la fin de 1947-1950 l'existence de ce rayonnement qui ne sera observé pour la première fois qu'en 1965 par Penzias et Wilson. Donc ce sont eux véritablement qui sont, disons, les pères fondateurs de la théorie que je vais vous présenter maintenant. Alors, les faits cosmologiques, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une première qui est selon le fait que la nuit est noire. Alors la nuit, vous me direz, c'est bien la peine d'écouter pourquoi vous allez
Alors c'est un paradoxe, il a été étudié par beaucoup de gens. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'une des formulations les plus intéressantes, c'est en fait un poète ou un homme de lettres, Edgar Poe, qui dans un de ses... Vous avez les contes extraordinaires, puis dans l'édition de la Pléiade, vous avez un addendum qui s'appelle Eureka, qui est un texte d'une 50aine de pages, et dans lequel il dit que si la nuit est noire, ça veut dire qu'il y a des étoiles qui ne sont pas encore nées, c'est-à-dire qu'il y a une limite. Et le fait que la nuit soit noire indique qu'il y a un moment où il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une séquence, disons, on ne peut pas être dans un univers où il y a partout, en tout lieu, des étoiles. Il est nécessaire que cette série s'arrête. Si elle ne s'arrêtait pas, eh bien, la luminosité de cet ensemble eh bien, serait tellement grand qu'il n'y aurait pas de nuit. Et donc, c'est ce paradoxe, dit paradoxe d'Olbers, qui a été énoncé avec clarté par Edgar Poe. La deuxième, un peu plus scientifique, c'est le fait que, mis à part des galaxies qui sont liées entre elles parce qu'elles sont très proches par des interactions gravitationnelles, en général, les galaxies s'éloignent les unes des autres avec une vitesse qui est proportionnelle à la distance. Donc l'univers est en expansion. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il est en expansion pour toujours ou pas? Je garde ça pour la fin. Et puis, l'univers contient ce rayonnement. Alors, Gamow avait fait les calculs, il avait prédit un rayonnement micro-ondes dont la température serait de 7-8 degrés Kelvin. En fait, l'observation, disons-là, a démontré que la température est beaucoup plus faible, plutôt de l'ordre de 2,7 Kelvin, et c'est donc deux ingénieurs radioélectriciens, Penzias et Wilson, qui l'ont découvert en 1965, de façon passablement fortuite. Alors voici Hubble, et donc à qui on a donné le nom du télescope spatial, qui est le père aussi du télescope du Mont Palomar. Et puis, donc, voilà ce que l'effet, si vous voulez, comment on mesure la vitesse d'expansion des galaxies, et bien, de la même façon que les gendarmes ou les policiers mesurent la vitesse de votre véhicule. C'est strictement le même effet. Hein. Vous savez qu'il y a des radars fixes ou au contraire cachés qui détectent le décalage du son émis par votre voiture avec ce qu'on appelle des détecteurs. Et donc, la mesure, si vous voulez, eh bien, les astronomes, évidemment, mesurent des vitesses un petit peu plus grandes et donc s'intéressent au décalage vers le rouge de la lumière émise par les galaxies suivant leur distance. Et donc, vous voyez, par exemple, les galaxies les plus lointaines, eh bien, ont une vitesse, disons, relative de fuite, eh bien, plus élevée. Cet effet, vous allez sortir dans la rue, lorsque vous entendez ou les courses automobiles, quand elles sont, donc, les émissions de télé concernant et tout, vous entendez de l'effet Doppler constamment. Donc, c'est un effet tout à fait connu depuis le 19e siècle et très standard qui a permis de déterminer la vitesse relative des galaxies, donc qui s'éloignent de nous, plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Alors aujourd'hui, lorsque, disons, il y a 10-20 ans, les décalages les plus importants étaient de l'ordre de 3,5. Maintenant, on est à 7. Hein, donc, il y a des quasars là, ou une galaxie, donc le décalage, c'est 7 fois là. C'est-à-dire que pratiquement toute la lumière émise par la galaxie se trouve dans l'infrarouge ou dans la radio. Alors, on a tu as travaillé sur Herschel, hein? Non, pas celui-là. Mais enfin, en tout cas, donc maintenant, on arrive à détecter des pouvoirs, des décalages extrêmement, extrêmement importants. On imagine que ces objets
sont nés dans le premier milliard d'années d'existence enfin, pas d'existence, mais du moment où on peut décrire l'univers. Donc je vous ai dit, maintenant on sait que ce mouvement d'expansion, on pensait qu'il allait se ralentir à mesure qu'on va très loin, simplement parce qu'il y a de la matière, donc la matière ralentit, disons, l'effet un peu, plus il y a de matière, hein, c'est un peu comme le tuyau d'arrosage. Si vous voyez l'eau qui monte puis qui redescend, pourquoi? Parce que la gravité sur ce jet d'eau est bien supérieure à l'effet induit par la vitesse qui est donnée à l'eau dans le tuyau d'arrosage. Pourquoi on a mis du temps pour envoyer des satellites artificiels hors de l'atmosphère terrestre, disons en dehors dans l'espace? C'est parce qu'il fallait vaincre il y a ce qu'on appelle une vitesse de libération qui est de l'ordre de 17 km par seconde, et il faut évidemment des lanceurs qui impriment au satellite une vitesse supérieure à cette vitesse de libération. Donc la présence de matière normalement aurait dû induire un freinage de ce mouvement d'expansion. En fait, on observe le contraire, c'est-à-dire on observe qu'il y a une accélération de ce mouvement d'expansion. Et vous avez peut-être entendu parler de la théorie dite de l'énergie noire, c'est-à-dire qu'une énergie primordiale sans support matériel, eh bien, qui existerait de tout temps et qui imprimerait cette accélération aux galaxies les plus lointaines. Alors les développements les plus récents, donc on sait que la matière observable est distribuée de façon totalement inhomogène, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de galaxies, puis d'autres endroits du ciel où il n'y en a pas beaucoup. On parle d'éponges, de trous dans la distribution à grande échelle de la matière. Donc c'est une distribution très inhomogène. La deuxième constatation qui date des années 70-80, c'est que à partir de la composition dans les éléments les plus légers, hydrogène, deutérium qui est l'isotope lourd de l'hydrogène, hélium 3, hélium 4 et lithium 7, on en déduit que la matière atomique, c'est-à-dire dont nous sommes nous-mêmes formés, celle que l'on voit avec les télescopes, eh bien cette matière-là, elle ne représenterait qu'au plus 3% du total énergie-matière de l'univers. C'est-à-dire que nous sommes constitués d'une fraction assez faible du contenu matière-énergie de l'ensemble. Alors ça, je passe, c'est pas la peine, c'est ça aussi. Alors, juste un petit mot sur le 3 degrés 5. Donc, imaginez, je vous donne la formule, je vous la donne tout de suite. On sait maintenant, on connaît très précisément l'âge de cet événement qui a conduit à l'expansion de l'univers, ce qui s'est produit il y a 13,7 milliards d'années. Donc, alors c'est plus ou moins 0,3, mais enfin, c'est pas 10 et c'est pas 15, c'est peut-être 13,2, c'est peut-être 14, mais c'est ni 15 ni 12. Et ça vient effectivement de l'analyse de ce rayonnement par des méthodes un peu plus sophistiquées que celles de ces deux messieurs qui ont eu le prix Nobel en 1978. Et puis la deuxième formule, c'est prenons 100 unités d'énergie matière de l'univers, 3 c'est notre matière, 27 c'est ce qu'on appelle la matière sombre, la matière noire, la matière non nucléaire. Peut-être les bosons de Higgs s'ils sont découverts par le LHC du CERN. Donc, 27, et 70, ce serait de l'énergie primordiale. Alors, c'est avec donc cet instrument que cette antenne qui devait faciliter les communications téléphoniques entre l'Amérique et l'Europe
et dont on avait assigné à ces deux messieurs le fait de la calibrer. Et puis en la calibrant, ils s'aperçoivent qu'ils ont un bruit de fond absolument énorme et qui est le même dans toutes les directions du ciel. Alors ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils ont eu la chance d'être... leur laboratoire était à une quarantaine de kilomètres de Princeton, et là, il y avait les élèves de Gamow qui leur ont dit vous avez découvert ce rayonnement fossile. Il faut savoir que ça s'est joué à quelques mois près. S'ils n'avaient pas fait cette expérience, ça aurait été peut-être un an après, mais les gens de Princeton étaient sur le chemin pour découvrir ce rayonnement. Simplement, ces deux ingénieurs ont eu de la chance et ont été récompensés par le Nobel. Donc voilà le rayonnement cosmologique. Alors, ce qui est intéressant, les physiciens savent que cette forme, disons, de l'intensité du rayonnement en fonction de la fréquence signe ce que l'on appelle un corps noir. Alors, la ligne, les points sont les points d'observation, avec la barre d'erreur, c'est la taille des ronds, et puis la ligne en pointillé est un corps celle correspondant à un corps noir. Ce qu'on appelle un corps noir, c'est un corps qui est en équilibre thermique parfait avec le reste. C'est-à-dire que, comment dire ça, il n'y a pas de poche plus chaude ou moins chaude, il y a vraiment la chaleur, c'est bien distribué dans toutes les longueurs d'onde et correspond bien à une température. Même, vous voyez, il y a 4 chiffres significatifs à 2,726 degrés Kelvin, presque 200. Donc on donne 4 chiffres significatifs pour donner, et vous voyez qu'elle passe parfaitement par les points expérimentaux. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que l'univers est en équilibre thermique parfait, mais à une température évidemment très faible, qui vient du fait que l'expansion s'est produite il y a malgré tout assez longtemps. Alors les anisotropies, au départ je vous ai dit que dans toutes les directions du ciel, l'intensité du rayonnement semblait être la même. Et puis il faut attendre 1992 pour s'apercevoir qu'il y a une légère anisotropie, mais la résolution est très très médiocre. Je vous ai parlé que notre œil peut détecter 10 minutes, comme le satellite WMAP. À l'époque, la résolution, je vais vous montrer la photo, était extrêmement, donc on ne peut pas dire grand-chose. En revanche, avec le satellite américain qui veut le dire Wilkinson Microwave Astronomical Probe, eh bien, on est arrivé à un grain, à une résolution tout à fait bonne. Et j'espère l'année prochaine, bientôt, incessamment, on devra avoir des images encore meilleures, puisque les Européens ont envoyé un satellite qui s'appelle Planck Surveyor en mai 2009 et sont en train, nos collègues de l'Institut d'astrophysique, d'Orsurveyor, il y en a beaucoup, qui sont en train donc d'analyser ces images et donc on aura peut-être éventuellement des surprises, mais pour le moment, je vous décris ce que l'on peut dire à partir de WMAP, de l'expérience de 2001. Donc ça, c'est la sonde Kobe qui a volé à la fin des années 80, début des années 90, qui a donné cette image que vous avez peut-être vue en 92. Elle a fait la première page des journaux, parce qu'effectivement, c'est l'image du ciel 300 000 ans après le Big Bang. Qu'est-ce qui se passe 300 000 ans après le Big Bang ? Lorsque l'univers est plus chaud que 3000 degrés, de 3000 degrés, eh bien, les électrons et les protons font la sarabande, c'est-à-dire les électrons ne sont pas liés aux protons. Il y a une agitation thermique considérable. Et à ce moment-là, les grains de lumière sont émis, absorbés par les électrons qui sont dits libres. Donc l'univers est opaque, il n'y a pas de lumière qui peut sortir de l'univers à ce moment-là. Et se passe ce qu'on appelle la recombinaison, c'est-à-dire que à 3000 degrés, dionisé, l'hydrogène passe à l'état, je dirais, atomique, c'est-à-dire que les électrons se mettent à orbiter après, gentiment, autour des protons. Et à ce moment-là, ils n'ont plus la propriété d'absorber les photons.
alors les photons s'échappent et donnent ce genre d'image. Hein, c'est l'image de l'univers il y a à peu près 300 000 ans après le Big Bang. Alors avec ce satellite WMAP, on obtient, vous voyez, une image beaucoup plus, bien plus précise, et je vous ai dit qu'on aura une image encore 10 fois plus précise dans quelques mois. En tout cas, avec cette image-là, on établit la distribution des anisotropies. Hein, vous comptez par exemple quelle distance angulaire sépare deux éléments qui n'ont pas, disons, qui sont anisotropes. Alors il y en a peu avec à des toutes petites distances angulaires, la partie droite, et peu aussi à des grandes distances angulaires. Le maximum se situe entre 0,7, disons, de l'ordre du degré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'irrégularité d'un degré qu'il y en a de 10 degrés ou qu'il y en a d'une fraction de degré. Et avec ce genre de distribution, je vous passe celle-là, eh bien on arrive à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vous donner 70% d'énergie primordiale, 27% de matière noire, 3% de matière atomique et un âge de l'univers assez précis puisque avec 3 chiffres significatifs. Il y a un certain nombre de collègues qui ont écrit que la cosmologie est passée d'un stade, disons, mathématique ou mécanique à un stade physique, c'est-à-dire qu'on peut faire véritablement, on peut appliquer les lois de la physique à l'ensemble de l'univers et à en déduire un certain nombre de paramètres intéressants. Alors, je vous ai promis la brève histoire de l'univers. Elle est assez simple de fait. Hein. C'est un peu comme les différentes ères géologiques de la Terre. La différence étant que pour la Terre, les ères primitives durent très longtemps et les ères plus récentes durent moins longtemps. Pour l'univers, c'est l'inverse. Les ères primitives durent très très peu de temps. 1 seconde pour la première, 3 minutes pour la seconde, 300 000 ans pour la troisième, et puis maintenant, disons, vous voyez, pratiquement 13 milliards d'années pour la dernière. Alors la première phase, c'est une phase où il faut comprendre la physique des particules pour la décrire, en particulier le moment où, par exemple, les constituants des nucléons, les quarks, se sont mis à se coaguler les uns avec par groupe de 3, ce qu'on appelle le confinement des quarks, s'est produit une fraction de milliardième de seconde après le Big Bang. Il y avait des électrons de charge positive qu'on appelle les positons. Ils ont disparu assez vite également dans cette seconde. Donc c'est ce qu'on appelle l'ère particulière qui est décrite par la physique des particules. La physique nucléaire vous permet de comprendre les 3 premières minutes, les 100, 120, 100, 200 secondes après le Big Bang et qui préside à la formation de deutérium, hélium et lithium, et puis l'ère au cours de laquelle l'univers était opaque, eh bien, a duré 300 000 ans, et puis maintenant nous sommes dans l'ère stellaire. Bon, je passe ça. Voilà, si vous voulez, un schéma qui vous donne un petit peu. Il y a eu un Big Bang et puis une série de phases. Alors, si vous me posez la question qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, je vous répondrai pendant les questions. Ça démontrera si oui ou non ça vous a intéressé. Donc ça, je garde pour les questions et je termine en vous disant où nous en sommes. Donc, on espère que les expériences du LHC vont peut-être déterminer la particule composante. Pour le moment, on ne sait pas, on ne connaît pas les particules qui formeraient la matière noire, même si cette matière est très abondante. On n'a aucun moyen, c'est très difficile. Enfin, elle n'a que l'interaction gravitationnelle avec nous. Donc, on réagit très très peu et donc c'est difficile à les mesurer. On va aussi détecter plus ou moins vite des ondes gravitationnelles qui se produisent
lorsque des corps, vous savez, il y a des phénomènes cataclysmiques dans l'histoire de l'univers, formation de trous noirs, formation d'étoiles à neutrons, que sais-je, eh bien on espère déterminer leurs caractéristiques dans les années qui viennent avec une nouvelle astronomie qui est l'astronomie gravitationnelle. Alors, ce schéma il dit un petit peu la chose suivante, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue, et la queue, c'est représenté par la physique des particules. Nous sommes au milieu du serpent, et puis la tête du serpent, c'est les structures à grande, c'est-à-dire les amas de galaxies, les galaxies, etc. Et là, ce que dit ce serpent, ben, c'est que pour comprendre les galaxies, eh bien, il faut maîtriser la physique des particules. Voici le satellite qui a volé, qui a été mis sur orbite le 14 mai 2009. Et puis, donc, voilà la conclusion. La première conclusion, c'est effectivement la cosmologie a fait des grands progrès. J'espère vous en avoir convaincu. Ces progrès ne sont pas dus au fait que nous sommes plus intelligents que nos prédécesseurs, mais que nous avons des bons outils. Et les outils qui vont continuer à se perfectionner au cours des années, que les découvertes se produisent à un rythme assez rapide, très rapide même, puisque l'annonce d'éventuelles particules qui se déplaceraient à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, elle date de quelques jours, donc les choses vont vite maintenant. Et donc, effectivement, que ce que je vous ai raconté peut, à mon avis, il ne sera pas complètement remis en cause. Les trains continuent à obéir à la théorie de Newton. On n'a pas besoin de la théorie d'Einstein pour décrire nos mouvements, le comportement de la matière à des vitesses faibles. En revanche, il y a certains éléments. Par exemple, si vos GPS fonctionnent, eh bien, c'est la théorie d'Einstein qui fait fonctionner les GPS pour vous localiser dans l'espace. Donc, on peut imaginer qu'il y a des conditions physiques dans lesquelles la théorie de Newton et la théorie d'Einstein sont trop approchées et où il faudra peut-être inventer quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est donc l'univers commence ici, nous sommes des poussières d'étoiles, ça ne doit pas vous faire peur, ça vous appartient, voilà. Donc pas d'angoisse, j'espère que je ne vous ai pas trop sidéré et que je ne vous ai pas fait trop perdre le sens du fait que le centre de l'univers, il est partout. Je terminerai par une citation de Jean Carmet. Jean Carmet, un jour, on lui parlait de la théorie du Big Bang. Alors, il disait, le Big Bang, je ne sais pas ce que c'est très bien, mais il y a une chose que je sais, c'est que j'y étais. Voilà, merci beaucoup.